on a même commencé à lever un premier tour d'amorçage sur cette solution au bout de 6 mois. Mhm. Et puis pendant ces quelques mois de démarrage, eh bien, Pierre et David, qui étaient au fait de Bitcoin, donc Pierre le découvrait et s'instruisait régulièrement, et David, lui, était déjà complètement dedans, puisque il était contributeur core sur Bitcoin sur quelques sujets, et puis surtout, il avait déjà lancé un premier exchange Bitcoin qui s'appelait Bitcoin Central, qui Mhm. tournait, qui faisait tourner tout seul. Donc, il avait son job de 9h à 17h. Et puis, de 17h à 4h du matin, il faisait tourner un exchange qu'il avait localisé à l'étranger, avec une banque dans un pays exotique, avec des clients partout dans le monde, et des cryptos comme le Linden Dollar et tout ça à l'époque, plus le Bitcoin, plus plein de trucs un On est peu en quelle foufou. année là? On est en quelle année là? On est en 2011, 2011-2012, D'accord. puisque Paymium a été créé en 2011. Et, euh, et donc 2012, finalement, juste après avoir fait notre levée, ben, on est allé voir nos investisseurs et puis on leur a dit, en fait, désolé, mais on va sans doute mettre de côté notre solution de lutte contre la fraude carte bancaire. On a compris, on a vu Bitcoin et ça nous branche vachement plus que la carte bancaire. Donc on ne sait pas du tout où on va aller, mais on va aller sur Bitcoin. Et voilà, bonsoir à tous. Nous avons la joie d'accueillir Gonzague Grandval, qui malgré, regardez, l'air tout jeune qu'il a, et ça fait longtemps qu'il est dans la sphère crypto. Et donc on est très heureux, Gonzague, de t'accueillir ce soir, sachant que nous avons fait connaissance en 2015. Bonsoir, Gonzague. Bonsoir Louis et bonsoir tout le monde. Voilà, donc habituellement, nous laissons 2-3 minutes aux retardataires pour nous rejoindre. Là, on a failli commencer sans Gonzague, parce que souvent, j'arrive à démarrer bien à l'heure. Et justement, avant que vous arriviez, enfin, qu'on ouvre l'écran, on parlait de différents sujets que nous avons abordés ce soir, et notamment un petit échange intéressant sur Lightning. Voilà, donc le nombre de participants qui nous rejoignent monte gentiment. On va attendre encore une ou 2 minutes. Ta météo à toi, Gonzague, en ce moment, c'est, voilà, est-ce qu'il y a une nouvelle? Tu n'as pas sorti d'ouvrage? Tu n'as pas... Non, on t'en Non, croyait. non, non, écoute, il commence à y avoir pas mal de monde hein, maintenant qui écrit bien, qui parle bien, qui communique bien sur tous les sujets liés à Bitcoin, aux cryptos de façon générale. Donc, je suis devenu davantage un lecteur qu'un écrivain. Ce que j'ai pu réaliser maintenant date un petit peu. La dernière note étant celle que j'avais faite avec Yorick pour l'Institut Sapiens. Donc, tu vois, ça D'accord. remonte à il y a 3 ans au moins, ouais, un bon 3 ans. Oui, c'était fin 2017, début 2018. Et Ouais. d'ailleurs, on a reçu Yorick ici, hein. On a reçu Mhm. Yorick sur plateau, sur cette chaîne, il y a quelques temps de cela, mais on s'était réservé à nos clients. C'était passionnant avec Yorick. On a terminé presque à la lueur de la bougie chez lui. Euh, et on s'est arrêté parce que je crois que ça faisait 1h50 qu'on avait démarré, là où j'avais promis qu'on ferait 45 minutes. Mais les questions se succédaient. Il revenait du Salvador aussi, c'était Ah passionnant. ouais, Donc voilà. Voilà, on a laissé 2-3 super. minutes à ceux qui devaient nous rejoindre pour nous rejoindre. Et puis on va démarrer, et on avait presque 80 inscrits, donc on sait qu'on a pas mal de gens qui regarderont le replay. Voilà, donc on va démarrer maintenant. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 17 février, il est 18h18, et dans le cadre des webinaires de Montaigne Conseil, nous avons le plaisir d'accueillir Gonzague Grandval. Avant que l'on mette en place que l'on partage l'écran avec notamment la présentation, qu'est-ce qui, une anecdote en fait, qu'est-ce qui t'a fait tomber, comment tu es venu à Bitcoin?
Eh bien, écoute, je suis venu à Bitcoin par mon histoire entrepreneuriale qui était dans un domaine connexe. Alors, on va revenir dessus un peu plus en détail, mais parce que j'étais en paiement électronique et surtout parce que je me suis associé avec deux personnes, dont une qui était déjà impliquée dans Bitcoin depuis un petit moment déjà, parce qu'on était en 2011, mais il était déjà dans Bitcoin depuis un petit moment. Et donc, ce sont mes deux associés qui m'ont instruit et qui m'ont fait tomber dedans. Mais il a fallu me pousser longtemps autour de la piscine avant que je tombe dedans, puisque bah, comme tout le monde, je pense que on appréhende Bitcoin parfois et souvent avec difficulté. Il faut du temps, il faut revenir sur l'ouvrage vraiment maintes fois avant de commencer à comprendre et avoir sa petite épiphanie et ce déclic où on se dit ouf, je crois que je viens de comprendre là, c'est vertigineux. Mais avant ça, il y a surtout des grands moments de solitude où on comprend pas l'excitation des autres et où on pense avoir perçu quelques concepts et donc maîtriser un peu le sujet. Mais en fait, c'est assez profond, ça touche beaucoup de choses et puis on est souvent aussi un peu appelé par la technologie et technologie qui est pas si compliquée que ça, mais enfin en tout cas pardon dans les grandes lignes, mais qu'on a envie de comprendre. Et c'est aussi un peu une des vertus de Bitcoin et de ces technologies, c'est que à la fois on a envie de comprendre ce que c'est, d'où ça vient et puis comment ça fonctionne. Je trouve ça assez passionnant. Ouais, c'est sûr. Moi, je suis plutôt dans cette phase-là depuis 2, 3 ans d'apprentissage, d'essayer de comprendre. Alors, il y a des éléments techniques que j'ai pas encore totalement validés. Et d'ailleurs, on a eu une discussion il y a quelques mois, enfin, il y a peut-être un mois et demi avant de lancer cette idée de webinaire. Justement, je te posais la question, mais en fait, une transaction Bitcoin, ça coûte combien? Et en fait, tu as eu su me répondre là-dessus. Donc, je te laisse maintenant répondre à notre public. Une transaction, la différence qu'il y a entre une transaction et entre guillemets le coût d'une transaction, et euh, et puis surtout, en fait, l'inscription dans la blockchain, le coût d'inscription s'il y en a un, et en fait comment il y a des frais. Donc ça, tu me l'avais expliqué assez simplement. Si tu peux le reprendre pour nos auditeurs ce soir. Ah, bah, c'est les grands principes de Bitcoin et comme je t'ai expliqué la dernière fois, pour moi en tout cas, ce que j'utilise pour expliquer Bitcoin, c'est que c'est la conjonction de trois choses, Bitcoin. C'est d'une part un réseau pair à pair, comme celui que on utilise ou que nos enfants utilisent ou utilisaient pour faire du téléchargement, hein, les fameux réseaux peer-to-peer. Donc Mhm. de point à point entre Louis et moi et sans passer par une société entre nous deux. Un réseau pair à pair, c'est aussi un registre décentralisé, donc une base de données qui n'est elle aussi pas sur un serveur dans une société, mais qui est chez chacun des nœuds du réseau, qui reproduit la même base de données à chaque fois. Et enfin, c'est une unité de compte, le Bitcoin, qui circule avec des grosses guillemets parce qu'il ne circule pas sur le réseau, mais qui s'échange sur le réseau par des inscriptions dans la base de données. C'est une base de données comptable dans laquelle on enregistre des mouvements comptables et cette unité de compte, le Bitcoin, est le sang qui va faire fonctionner ce réseau, puisque c'est l'incitatif financier pour les mineurs à maintenir cette base de données distribuée et à jour dans le réseau de façon sécurisée. Donc, si on enlève le Bitcoin comme incitatif et donc comme monnaie sur ce réseau, on supprime l'incitation des opérateurs, des mineurs à maintenir et à sécuriser le réseau. Si on n'a pas un réseau pair à pair, eh bien, on a un système centralisé et également le registre décentralisé permet une totale indépendance et surtout une résilience de ce système euh, qui est quasiment ultime. Mhm. Donc, donc c'est vraiment trois choses indissociables. Et en effet, le Bitcoin, souvent on dit ce qui est intéressant, enfin ce qu'on dit, ce que vous avez entendu tant de fois, c'est mais oui, mais la blockchain c'est intéressant, ce qui compte c'est la blockchain, c'est pas le Bitcoin. Bah, malheureusement, en fait, la blockchain sans l'incitation, sans la crypto, bah, c'est rien du tout. Et donc, ce qui fait qu'une transaction en elle-même ne coûte entre guillemets rien. Son inscription dans un bloc pourrait ne rien coûter. Le problème, c'est que si ça coûte rien, le mineur, lui, il va pas prendre la transaction pour l'intégrer
dans le bloc, puisque lui, il faut qu'il soit rémunéré. Donc, il y a des gens qui donnent des pourboires, en fait, en quelque sorte, un pourboire pour qu'il puisse l'intégrer dans le bloc. Et donc, si je mets rien comme incentive, eh ben, il n'aura pas tendance à la prendre, il aura tendance à prendre toutes celles avant qui ont une incentive ou un pourboire. Et donc, c'est simplement parce que je donne un pourboire, entre guillemets, ou une incentive au mineur qui va prendre ma transaction pour l'inscrire dans le bloc. Ouais, exactement. Les mineurs sont rémunérés en grande majorité par la création monétaire, ce fameux cycle de minage qui a lieu toutes les 10 minutes approximativement d'inscription d'un bloc dans la base de données. Et à l'occasion de la découverte de ce bloc, le mineur reçoit la création monétaire et en plus la somme des commissions inclus dans les transactions qu'il aura mises dans le bloc. Et donc, au démarrage, on pouvait ne pas intégrer de commission dans ces transactions. Et puis, plus le réseau grossit et le nombre de transactions également, plus il faut distinguer les transactions. Et donc, le mineur, qui est libre de choisir les transactions qu'il va mettre dans son bloc, va en effet, de préférence, choisir celles qui contiennent une commission, puisqu'il va la toucher derrière. Et, euh, et en fait, ce mécanisme, ce modèle économique, euh, va évoluer avec une inflation très certaine des frais de transaction, d'une part, en même temps qu'il y a une baisse de la création monétaire. Donc, ultimement, on peut donc imaginer à la fin de la création monétaire de Bitcoin que les mineurs ne seraient rémunérés que par les commissions incluses dans les transactions. Merci pour cette introduction longue mais détaillée sur Bitcoin. Alors, Gonzague, c'est quand même un parcours qui démarre. Donc là, on survole le parcours avant de s'arrêter sur certains détails en particulier. Donc, tu as démarré chez Orange, puis tu as passé par Paymium, Pikio, Wharton et Skims, donc des sociétés que tu as parfois co-créées ou dans lesquelles tu as été associé, certaines dont tu n'as pas quitté le board. Donc c'est un peu le parcours que l'on va faire ce soir entre depuis Bitcoin en quelque sorte jusqu'au NFT. C'était le titre de la conférence et donc on va prendre le temps d'aller détailler ces différentes étapes. Il se peut que la diapositive précédente nous ramène à celle-ci parce qu'il y a une petite animation et qui risque quelquefois de perturber certains. Donc pour éviter qu'elle nous perturbe trop, peut-être que je ferai des allers-retours entre cette diapo et la précédente. Alors, tu étais chez Orange. Tu as démarré chez Orange, tu arrives chez Paymium, tu viens de t'expliquer pourquoi, et c'est chez Paymium finalement que tu découvres quelque chose. Dis-nous un peu plus. Oh. Ouais, alors moi, en fait, j'ai deux parties de ma vie professionnelle. J'ai une dizaine d'années dans le paiement électronique, globalement au sein du groupe Orange et des filiales du groupe, donc le paiement électronique. Et en 2011, je quitte Orange pour créer Paymium sur une solution de lutte contre la fraude carte bancaire. C'était vraiment mon sujet, la carte bancaire, les solutions d'acceptation, d'acquisition des flux cartes bancaires. Et donc, j'avais une solution pour la lutte contre la fraude côté émetteur, sur laquelle j'ai fondé Paymium et je me suis associé avec deux associés, Pierre et David, vraiment sur cette idée-là. Et puis, on a commencé à démarrer nos travaux techniques sur cette solution. Déjà avec la Euh, cryptographie, Pierre était non, non, oui, spécialiste non, pas du tout. En cryptographie sans Pierre, particules. il était dans les transactions au sens large. Il était aussi dans les transactions cartes, sans contact, dans ces sujets-là. C'est là qu'on s'était un peu rencontrés. David, lui, je vais y revenir, était plus impliqué, mais David, on l'a trouvé dans un cercle Bitcoin naissant, mais pas pour travailler sur Bitcoin, hein, vraiment pour travailler sur cette D'accord. solution euh, classique, je dirais assez bancaire. Mhm, On a même commencé à lever un premier tour d'amorçage sur cette solution au bout de 6 mois. mhm, Et puis pendant ces quelques mois de démarrage, eh bien, Pierre et David, qui étaient au fait de Bitcoin, donc Pierre le découvrait et s'instruisait régulièrement, et David, lui, était déjà complètement dedans, puisque il était contributeur core sur Bitcoin sur quelques sujets, et puis surtout, il avait
déjà lancé un premier exchange Bitcoin qui s'appelait Bitcoin Central, qui Mhm. tournait, qui faisait tourner tout seul. Donc il avait son job de 9h à 17h. Et puis, de 17h à 4h du matin, il faisait tourner un exchange qu'il avait localisé à l'étranger, avec une banque dans un pays exotique, avec des clients partout dans le monde, et des cryptos comme le Linden Dollar et tout ça à l'époque, plus le Bitcoin, plus plein de trucs un On est peu en quelle foufou. année là? On est en quelle Bah, année là? on est en 2011, 2011-2012, D'accord. puisque Bitpemium a été créé en 2011. Et, euh, et donc 2012, finalement, juste après avoir fait notre levée, ben, on est allé voir nos investisseurs et puis on leur a dit, en fait, désolé, mais on va sans doute mettre de côté notre solution de lutte contre la fraude carte bancaire. On a compris, on a vu Bitcoin et ça nous branche vachement plus que la carte bancaire. Donc on ne sait pas du tout où on va aller, mais on va aller sur Bitcoin. Euh, et donc là, il s'est passé plusieurs choses. Euh, une des premières choses, c'est que sur l'argent qu'on avait levé, on a acheté des bitcoins, pas avec tout ce qu'on avait levé, mais on a acheté quand même quelques bitcoins. Et puis, on a réintégré la solution qu'exploitait David, Bitcoin Central, dans Pemium pour la professionnaliser un petit peu. Donc à l'époque, Bitcoin, ça valait 1, 2, 3, 4 euros. C'est-à-dire que on allait déjeuner tous les jours et on se remboursait nos sandwichs à midi en se payant, enfin, nos déjeuners en se payant 2, 3 bitcoins à chaque fois. C'était dans ces eaux-là. Euh, Évidemment, tout le monde avec l'idée que c'était quelque chose d'incroyable qui pourrait valoir cher. Tu te rends compte, un jour, si ça vaut 100 euros, 100 dollars, ça sera dingue. Attends, mais m'en parle pas. Donc, tu es vraiment dans cet état d'esprit. Et puis, comme tout le monde, on pensait que c'était vraiment une nouvelle monnaie plus qu'un support d'investissement et que Bitcoin allait servir quotidiennement pour des échanges, d'autant plus que les commissions sur les transactions étaient nulles à l'époque, que le réseau était complètement clair et dégagé, et qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait comme échange. Euh, donc, on a commencé nous-mêmes à monter des solutions, des wallets qui faisaient du Bitcoin et de l'euro, qui me permettaient de payer en Bitcoin en allant taper dans un compte euro, enfin, toutes ces choses-là. C'était assez précurseur, mais il n'y avait pas vraiment de marché encore à l'époque pour ce type de dispositif. Mais voilà, on pouvait s'amuser et imaginer ce développement. Et puis, euh, et puis, on était aussi à une époque où, moi, je me souviens, je sais plus si je te l'avais dit, mais lorsqu'on était sur LinkedIn en 2012 et puis qu'on tapait Bitcoin à Paris, et ben, il y avait trois noms qui sortaient. Il y avait David, Pierre, Gonzague, et puis il y en a eu un quatrième qui était Richard Caetano, qui était le cofondateur de Stratum, qui nous a rejoints assez rapidement chez Pemium, et puis après Stéphane Florquin, qui était aussi un de ses associés qui nous a rejoints. Bref, c'était vraiment une toute petite communauté avec des gens qui se connaissaient et qui se connaissaient d'ailleurs un peu partout dans le monde, puisque tout le monde se retrouvait sur Bitcoin Talk, qui était le seul forum sur lequel on pouvait parler Bitcoin et où tout s'échangeait. Euh, et puis les initiatives naissaient un peu dans tous les pays au même moment. C'était la naissance D'accord. de Bitstamp, de Kraken. C'était MTGOX à l'époque. On en a parlé On tout à va en l'heure. parler un petit peu après. Ouais. On en parlera après. Voilà, c'était cet environnement-là. Euh, Lorsque Non, nous voilà, avons on est en 2011, c'est juste pour montrer par rapport à la courbe, hein. C'est juste pour nous donner une ouais. petite idée de la courbe à l'époque. Et donc, Donc, lorsqu'on reprend Bitcoin Central et l'exchange qu'on intègre chez Pemium, euh, je me dis que, parce que je connais le paiement, je connais la réglementation liée au paiement électronique, que on ne peut pas tenir de compte pour nos clients sans avoir une ombrelle juridique auprès d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui nous permette de le faire. Jusqu'à présent, on opérait nos échanges avec des comptes ouverts au CIC.
à Boulogne, hein, parce que j'habite à Boulogne. On est allé ouvrir un compte au CIC et puis notre brave conseiller bancaire, on lui a ouvert 3 comptes, un en euros, un en dollars, un en livres, et puis il y avait des flux qui arrivaient dans tous les sens. Ça marchait déjà pas trop mal à l'époque. Et pour le coup, les flux venaient du monde entier. Donc, on avait des clients qui étaient absolument pas français et, et des flux. Alors, on n'était pas, on n'était pas sur des flux comme ceux d'aujourd'hui d'un marché qui s'est professionnalisé, mais on était sur des centaines de milliers d'euros réguliers, quotidiens ou mensuels. Enfin, ça commençait à circuler déjà pas mal. Et donc là, on a commencé à voir la tête de notre banquier qui était un peu effrayé par ce qui était en train de se passer. Donc on lui expliquait gentiment. L'avantage, c'est que voilà, je m'appelle Gonzague, je peux aller voir un banquier. Les gens ne me voient pas comme un pirate. Mais après tout, cependant, après un moment, même si on s'appelle Gonzague, ça plaît pas. Et on s'est retrouvé, très vite et dans plusieurs banques avec des comptes fermés sans sommation. Euh, et en devant en trouver d'autres, ce qui n'est pas une mince affaire, hein, quand vous avez des centaines de milliers d'euros sur des comptes bancaires dans différentes monnaies, et puis que 7 jours plus tard, il faut que vous trouviez d'autres comptes sur lesquels rapatrier ces fonds qui appartiennent à des clients qui ne sont pas du tout identifiés chez vous et, et pour lesquels ils sont assez tendus parce que vous gérez leur argent, il faut trouver des solutions. Donc ça se trouve auprès de banques étrangères ou d'autres banques françaises avec qui on essaie de reproduire le système. Mais moi, ce que j'avais voulu faire, c'était me rapprocher d'un établissement de paiement. Et nous nous sommes rapprochés de l'établissement de paiement Akoba, qui est décédé depuis, qui avait été lancé par Thibault Langsade, et qui nous a permis d'adosser véritablement notre activité à un environnement régulé, et donc d'être plutôt en règle, et d'être même les premiers à être en règle dans le monde sur la tenue de compte client. D'accord. Alors on était très fiers. L'info a fait le tour du monde parce que on a communiqué en disant ça y est, on est le premier acteur à être régulé ou presque dans l'environnement crypto. Un journaliste a rapidement repris le truc en disant, en regardant un peu les partenaires et en voyant qu'Akoba était très lié au Crédit Mutuel. Et donc, ça s'est transformé en le Crédit Mutuel accepte les bitcoins Aïe, aïe, aïe. en 2013. Ouais. Donc là, ça a été une catastrophe. Tout le monde s'est fait souffler dans les bronches. Akoba a failli nous lâcher juste au moment où on démarrait avec eux. Depuis, le Crédit Mutuel, je crois, est complètement braqué. Enfin, pas depuis et pas à cause de ça, mais en tout cas, Non. continue d'hacker sur ces sujets. Euh, et cependant, euh, l'activité a pu perdurer avec Akoba. Et alors, D'accord. ce qu'on pensait être une bonne idée, puisque c'est ce qu'on disait à nos investisseurs et dans le cycle de financement qu'on préparait, c'est de dire, regardez, évidemment, dans les métiers du paiement et de la gestion de comptes pour des clients, il faut être régulé, il faut avoir la gestion pour compte de tiers avec ces établissements agréés et autres. On est les premiers à le faire et tout le monde va devoir le faire. Et tout le monde me disait bravo Gonzague, c'est en effet la bonne décision, c'est le bon truc, c'est évidemment ce qu'il fallait faire, c'est le bon moment pour le faire. Et en fait, c'était absolument pas la bonne décision à prendre. Euh, et tous ceux qui ont réussi et qui sont devenus de gros acteurs crypto sont surtout des exchanges qui ont pris la voie complètement opposée, c'est-à-dire qu'ils ont continué à développer leur business de façon la plus sauvage possible, la plus cow-boy possible, de façon à engranger beaucoup de clients, beaucoup d'activités, beaucoup de volume, en s'affranchissant au maximum de toutes les contraintes qui pouvaient exister. Et puis, le jour où véritablement un régulateur ou autre vous tombe sur le coin de la tête en vous disant ça va pas, il faut nettoyer tout ça,
là, vous avez suffisamment de cash dans les caisses et de clients et d'investisseurs pour pouvoir faire le ménage et avoir une activité qui soit toute clean. Euh, D'accord. pour mémoire, Bitstamp à l'époque était vraiment considéré comme le, le casino des brigands, où tous les flux arrivaient sur des comptes bancaires de filiales bancaires dans des pays complètement inconnus. Il n'y avait pas de KYC, il n'y avait rien du tout. Donc ça, c'était Bitstamp au démarrage. Et tout le monde disait, mais Bitstamp, ils vont se faire fermer, ils vont se faire fermer, ça va tomber, c'est pas possible. Et ben au final, Bitstamp, quelques années après, ça a été les premiers à prendre une licence au Luxembourg. C'est devenu quasiment l'exchange le plus propre d'Europe ou du monde parce que c'est celui qui applique le mieux la réglementation. Et donc, ils sont devenus extrêmement importants sur le marché crypto. Je pourrais m'arrêter là, mais je pourrais dire aussi, à l'époque où Bitstamp a pris cette décision, sont apparus d'autres exchanges comme Binance, et Binance est devenu le premier exchange du monde, ne respectant aucune régulation et commençant aujourd'hui à rentrer petit à petit dans le rang avec des milliards, ce qui pose désormais donc plus aucun problème pour avoir des bureaux, une cravate et parler à toutes les banques et les régulateurs. Donc, c'est un choix assez difficile à faire, qui repose sur les personnalités de chacun. Ma nature entrepreneuriale n'est pas celle d'un cow-boy, et je pense que c'est une qualité qu'il faut avoir euh, dans dans ce sujet des cryptos au démarrage, parce que, euh, parce que c'est la jungle, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que la concurrence est mondiale, elle est sur des réglementations très différentes. Et on ne peut pas être bridé par à la fois nos peurs et trop nos réglementations également, parce que on se loupe à chaque fois si on le fait. Donc ça, c'est ce que moi j'ai remarqué sur quasiment tous les exchanges et toutes les boîtes que j'ai vu démarrer dans ce domaine. On reviendra un petit peu sur la réglementation par Mm. la suite. Tu voulais aussi nous parler de la volatilité. Donc, on est là entre 2011 et 2012. Donc, on a vu effectivement que ça valait très peu de choses, très peu cher. Donc, puisque globalement, pour arriver à une zone de 3 dollars, on est 3 dollars, on est effectivement en 2012. On était monté un petit peu au-dessus, on était monté un peu au-dessus en 2012, enfin Mm. fin 2011, début 2012. Bon, donc tu m'as dit, tiens, j'aimerais bien dire un petit mot sur la volatilité des cryptos, enfin plus que la volatilité des cryptos, là on a Bitcoin. Sachant que je l'ai mis sur une échelle logarithmique pour pas que ça soit totalement écrasé, hein, parce qu'autrement Mm. ça serait Ouais. totalement écrasé. Ouais, bien sûr. Alors en fait, ce qui est amusant, c'est de regarder dans le rétroviseur à chaque étape de Bitcoin. Donc c'est aujourd'hui les commentaires, comme à chaque fois, qui disent Bitcoin a perdu 50% depuis son plus haut à 70 000 dollars, il est descendu à 30, il est remonté à 40, c'est ultra volatile, il s'est paumé, il s'est vautré, tout ce qu'on veut. Bon, en fait, et c'est vrai qu'on a peur tous, enfin peur, en tout cas, ça crée des petites palpitations quand on le voit chuter de 5, 10, 15, 20%, 30% en 2 jours, puis remonter de 15%. L'ascenseur émotionnel fonctionne à plein régime, mais quand on se retourne et qu'on regarde ce qui se passait avant, et ben c'était la même chose. Quand Bitcoin passe de 2 à 10 dollars, moi je prends le métro, je rentre dans le métro, il est à 2,50 et je sors, il est à 5 dollars. Euh, c'est euh, c'est complètement dingue. Et le lendemain, il est à 8, je dis n'importe quoi, hein, mais et puis il retombe à 2. Ben, à l'époque déjà, il y a des gens qui gagnaient et qui perdaient de l'argent dans des quantités moindres, avec des volumes supérieurs, mais des valeurs inférieures. Euh, et puis c'était des hausses spectaculaires. Quand Bitcoin passe à 10 dollars, c'est significatif. De 10, il redescend longtemps en dessous, et puis après, il remonte à 30, et puis il remonte à 100 ensuite, sur une échelle de 2 ans ou de 1 an et demi. Euh, Bah, c'est la même amplitude, c'est la même excitation qu'aujourd'hui, dans un cercle un peu plus restreint, avec autant de commentaires du monde extérieur qui peut dire mais regardez, c'est n'importe quoi, ça valait 2, maintenant ça vaut 20, c'est vraiment de la pure spéculation, ça va s'écraser, de toute façon la vraie valeur c'est zéro. Voilà. On l'a toujours entendu, tout le monde a toujours été convaincu que le modèle
était fait de telle façon que si ça marchait d'un point de vue technique, ça marcherait d'un point de vue financier, et donc que la valeur de Bitcoin, par sa rareté, par l'utilité du réseau, par le fait que ça marche, ne ferait qu'augmenter. Euh, J'en suis toujours persuadé. Je pense toujours qu'on est qu'au début de Bitcoin, sans faire aucun conseil d'investissement. Mais alors, vraiment aucun, j'en fais même pas pour moi, mais oui, je pense que qu'on est au début et que Bitcoin vaudra beaucoup plus cher. Savoir quand, comment ça va arriver. Est-ce que moi je sais prédire les trucs? Non, j'ai jamais su prédire. Je ne spécule, enfin je spécule pas. Je ne joue pas, je ne trade pas, je ne fais rien de tout ça pour ma part. Euh, je garde et je regarde. Euh, et, euh, et en revanche, oui, la tendance longue est haussière. On voit justement ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, à quel point la tendance de fond devient irréversible. Pendant un moment, on a Oui. pu avoir un petit doute. On a pu se dire, quand même, il n'y a que Bitcoin, il y a trois cryptos. Si c'était juste une traînée de poudre et que ça s'arrêtait demain, on se disait quand même, la techno est solide, regarde la puissance du réseau. Là, aujourd'hui, non seulement il y a Bitcoin qui reste la mère de toutes les cryptos, il y a toutes les autres derrière, il commence à y avoir des usages massifs, des investissements incroyables, des prises de conscience, elles aussi, assez profondes de ces nouveaux types de valeurs et de leur capacité à permettre de s'y réfugier, de se protéger, de tout faire. Donc, euh, donc oui, je pense vraiment que c'est le tout début d'une grande histoire des valeurs numériques et pour Bitcoin, la, ouais, le début aussi d'une histoire. C'est 10 ans, mais c'est très peu à l'échelle de l'économie numérique de demain. Alors, le cours, oui, tu as parlé d'une certaine sécurité. Là, on voit un ami, un Anonymous. J'en profite juste pour parler de ces arnaques, mais aussi de cette liberté qu'il peut y avoir derrière, hein. Juste petite pensée pour ces Canadiens qui, quelles que soient leurs opinions, ont la possibilité aujourd'hui de se faire bloquer les comptes parce que c'est la décision du Premier ministre. Comme ils ne sont pas d'accord avec lui et qu'il estime qu'il bloque le pays, donc ils ont dit ben voilà, maintenant vous pouvez saisir les avoirs de ces gens-là. Donc il y a quand même un sujet par rapport au piratage, mais aussi à la liberté qui est amenée par Bitcoin par rapport à tous ces, parce que tu as connu un peu tous les hacks, hein, tu as connu les MTGOX Mm, et suivants. mm. Voilà, qu'est-ce que ça implique? Tu as parlé de sécurité, mais il n'y a pas que de la sécurité quand même. Oui, alors la liberté offerte par Bitcoin à son revers de médaille, c'est la sécurité et la responsabilité qu'on a euh, dans la, dans la sauvegarde et dans la conservation de ces avoirs. Euh, je pense que dans l'assistance, dans l'audience, tout le monde sait à peu près comment fonctionnent les bitcoins, le principe de la clé privée qui permet de dépenser ces bitcoins et donc de la propriété de cette clé privée, qui est le fondement de toute la valeur de bitcoin. Et bah écoute, au démarrage, finalement, la plupart des exchanges, voire tous, avaient des solutions de stockage à chaud, hein, c'est-à-dire que la majeure partie des bitcoins étaient stockés sur des serveurs, chez nous comme chez d'autres. Mais il faut dire que quand le bitcoin vaut 2 dollars, qu'on en a 50 ou 100 sur son compte, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas mort d'homme. On peut les éponger, il n'y a pas de problème. Donc tout le monde avait la majorité des avoirs de ses clients sur des solutions online, donc en tout cas sur des serveurs connectés de façon générale. Et puis, je pense que ce qui se passe, ça s'est vraiment passé au même moment, c'est des niveaux psychologiques. Lorsque Bitcoin est passé de 10 à 100 et de 100 à 1000, il y a eu euh, des vagues de hack. C'est-à-dire que quand ça vaut 10, ça n'a pas beaucoup de valeur. Quand ça vaut 100, on se rend compte que ça vaut 10 fois plus cher. Et là, ça veut dire que ça commence à prendre de la valeur. Et on ne stocke pas de la même façon les bitcoins à 10 dollars qu'à 100 dollars. Et on voit là sur le graphique que la percée de 10 à 100
elle a été extrêmement rapide. Euh, alors, c'est même celle, attends, celle devant de 1 à 10, de 10 à 100. Ouais, bon. Les deux ont été extrêmement rapides. Et finalement, elles ont été tellement rapides que personne n'a su s'adapter, n'a su adapter sa sécurité et ses process euh, aux enjeux qui étaient liés au stockage de 10 fois plus de valeur. Et c'est donc à ce moment-là qu'ont eu lieu des piratages. Nous-mêmes en avons subi, qui ont été lourds de conséquences. Je pourrais revenir dessus si tu le souhaites après, euh, mais ont eu lieu un peu partout. Les pirates s'infiltrant dans les bases de données et réussissant à trouver ou bien ou bien à trouver directement les clés sur les serveurs, ou à trouver des mécanismes qui permettent sur les exchanges de créer un compte et de faire une petite saignée dans un système pour recharger un compte en euros, par exemple, de dire il crée un Oui, compte, le lendemain, il rentre sur la base et il dit ce compte à 100 000 euros, et avec ces 100 000 euros, le type va acheter des bitcoins tous les jours, alors qu'il n'a pas les euros, parce que tout ça, c'est l'enregistrement en base. Et à la fin, quand on fait la compta, on se dit tiens, il y a un petit problème. J'ai pas du tout les 100 000 euros sur le compte bancaire. Et en revanche, j'ai bien perdu les bitcoins qui sont en face. Donc c'était ces deux types de piratage principalement qui ont entraîné assez naturellement des réactions dans tous les exchanges, oui, qui ont assez rapidement mis entre 90 et 98% des bitcoins en cold storage. Donc généralement sur du papier, dans des coffres, avec des multisigs, des machins, des splits, tout ce qu'on veut, mais qui ont sorti du réseau ces bitcoins pour préserver et pouvoir à nouveau dormir la nuit, puisque c'est une bonne façon de rester éveillé que d'avoir ces bitcoins sur un serveur et des alarmes de partout quand quelqu'un rentre dessus. d'accord. Ce qui ne manque pas d'arriver. Hein. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui encore tellement conseillé à tous de ne jamais laisser ces bitcoins sur un ordinateur avec une clé quelque part sur votre PC, sur un exchange évidemment, parce que les exchanges sont des failles et sont des cibles importantes pour l'ensemble des pirates. Donc il faut prendre ses responsabilités, c'est quelque chose de très nouveau avec l'argent, se rendre compte que on doit soi-même, a priori, gérer son argent, sa sauvegarde, son accès à l'argent et cette capacité à savoir et pouvoir faire des transactions à des rythmes définis. Petite aparté, vous avez vu il y a 15 jours un influenceur crypto qui a évoqué le fait qu'il s'était fait Agressé? braquer, Mhm. agresser. J'ai pas tout lu. Peut-être était-ce en effet véritablement pour ces cryptos ou autre chose. En tout cas, c'est un phénomène qui arrive régulièrement, qui va sans doute arriver de plus en plus et vraisemblablement aussi avec la prochaine hausse à laquelle on pourrait assister de la valeur du Bitcoin. Et dans ces cas-là, et ben, enfin, c'est pas dans ces cas-là, c'est pour se prémunir autant que possible des effets de ce type d'agissement. Eh ben, il faut prévoir de ne pas stocker ses bitcoins chez soi, de les avoir répartis sur plusieurs sites, selon les sommes, que ce soit dans d'autres pays également, avec des conditions d'accès différentes. Ben, j'imagine que c'est des choses dont vous parlez également à vos clients chez Montaigne, hein, Louis. Mhm. Mais selon les sommes et selon les enjeux, c'est pas choquant. Aujourd'hui, on serait pas choqué de se dire que si on a beaucoup d'argent en euros, en fiat, ce serait plutôt cohérent de le mettre dans plusieurs banques, voire dans plusieurs pays. Et à la rigueur, s'il faut faire une fois par an un voyage dans un pays pour signer quelque chose, ça paraît raisonnable. Et ben, je pense que c'est la même chose sur les cryptos. Malgré la facilité de conservation sur un ledger, c'est pas plus mal d'envisager des solutions de split des clés, de séparation des avoirs Du qu'on peut multisig, avoir aussi du en différents multisig. avec du multisig, avec tout ce qu'on veut. L'imagination peut être très fertile hein, dans le domaine, mais il faut qu'elle le soit pour se D'accord. protéger. Mais de toute façon, avec l'augmentation des encours, il est évident qu'il y aura des solutions qui sont mises en place. Et comme aujourd'hui, il n'y a pas vraiment
de solutions vraiment efficientes pour tout ce qui est donation, succession, et sur lesquelles c'est les choses sur lesquelles nous on travaille en tout cas. On va avancer un petit peu dans ton parcours. Donc Pemium, tu vas, moi je t'ai connu chez Pemium en 2015, 2016 et peut-être même 2017 Ouais, de 2017, c'est l'année mémoire. où je quitte Pemium Voilà. pour des raisons d'entente entre associés qui étaient vraiment plus suffisamment bonnes, et c'est un euphémisme, Mhm, pour qu'il y ait encore du plaisir à continuer. mhm, Donc voilà, moi je suis sorti, enfin je suis parti, je reste actionnaire de Pemium, mais je suis parti. Là, j'ai fait deux choses avec trois jeunes gars brillants, Charlie, Zaredine et Karim. On a créé Wharton, qui est la société qu'ils exploitent aujourd'hui et dont je suis actionnaire, et qui est une pépite en France sur le marché du market making et des liquidités crypto. Ils opèrent partout dans le monde et c'est devenu un acteur incontournable à l'échelle du monde sur ce métier. Et moi, je me suis associé dans une société qui s'appelait Matchupbox, qui a changé de nom, qui s'appelait Pixio, au moment des ICO. Euh, donc je ne parlerai que de Pixio et pas de l'ancien nom. Et Pixio, c'était une solution, une blockchain propriétaire euh, permettant la portabilité, la monétisation des données personnelles. Le, le pitch évident, c'est de dire comment moi, en tant qu'individu, je peux me réapproprier mes données personnelles, et demain, à partir du moment où je les possède, au même titre que je posséderai une crypto, je posséderai mes données personnelles sous forme cryptographique. Et ben, je pourrais sur une blockchain les échanger et suivre, enfin, avoir la traçabilité de l'ensemble de mes données pour voir l'usage qui en est fait et être rémunéré à chaque étape de leur usage. mhm. Euh, donc le sujet est intéressant. Il l'était il y a 5 ans. Il demeure aujourd'hui toujours majeur, hein, de savoir comment gérons-nous nos données personnelles. Devrons-nous un jour ou pourrons-nous les monétiser ou pas? Quel type de données pourrions-nous monétiser? Donc sujet intéressant. ICO, on décide de faire une ICO. Pour faire l'ICO, on décide aussi de déplacer le siège en Suisse. Et c'est à cette occasion que moi, j'ai migré avec femme et enfants à Lausanne pour mettre un peu de substance de cette société sur le territoire suisse. Et on a mené une ICO euh, à la toute fin de l'euphorie des ICO. C'est-à-dire qu'on est passé vraiment entre les gouttes. On a réussi à faire notre opération et globalement à lever presque, ou même un peu plus, environ 10 millions d'euros. D'accord. Euh, Donc ça veut alors, dire c'est 2018, tu veux dire c'est ouais, c'est 2018, tout début 2018. Ouais. tout début 2018. Ouais. Donc début 2018, bah, c'est l'époque du grand bear market, de tout qui chute et de la fin des ICO. Ouais. Donc on fait l'ICO, c'est aussi on pourrait en faire un épisode intégral de l'aventure d'une ICO. C'était encore une fois le grand Far West, un truc complètement fou, mais qui a porté ses fruits. Cependant, il porte ses fruits dans un contexte un peu compliqué justement, puisque on lève de l'argent en crypto au moment où le marché globalement s'effondre. Il perd 50% assez rapidement. Donc, les images idylliques de pas mal d'ICO sont transformées en images un peu moins roses, parfois cauchemardesques, qui sont assez simples. C'est que on lève ouais, 12 millions de dollars. Sur ces 12 millions de dollars, on a à peu près 1 million ou 1,5 million de coûts de l'ICO, divers et variés. Donc il reste à peu près 10. Sur les 10 qui sont en crypto, le marché perd 50% en 2-3 mois. Donc on se retrouve à 5. Sur les 5, on a en fait un mauvais payeur à qui on avait fait l'avance des tokens, qui devait payer
sur une grosse somme, évidemment, 1 million, donc il en reste que 4. Et, euh, et puis voilà, donc de 12, on est à 4 en quelques mois sans avoir rien dépensé, sans avoir démarré notre activité. Et puis en revanche, là, on a vraiment tenté de développer notre solution, notre business partout, en se disant on va pas la faire à l'économie, on va la faire en mettant de la nitro dans les réacteurs. Euh, et au final, pour aller vite à la fin, il s'est avéré que ce marché est un marché qui passionne tout le monde. Il y avait des cas d'usage incroyables, et en particulier pour ceux qui sont dans le domaine bancaire, sur la Mhm. portabilité du KYC, hein, donc de Oui. l'identification du client entre différentes services ou entités d'une même banque, voire sur de l'interbancaire. Euh, mais en fait, il y avait pas de marché. Il n'y a personne qui achetait de solutions sur des principes de portabilité, voire de monétisation de données. Et c'était une preuve, s'il en est, qu'une bonne idée avec laquelle on fait des grands articles de journaux en disant que c'est une grande tendance n'est pas forcément source d'un business profitable. Et donc, faire des expérimentations avec des grands groupes bancaires dans les labos d'innovation, il n'y a jamais de problème, hein. Donc, pour gagner 50 000 euros, c'est bon. En revanche, derrière, quand on veut vraiment monter un projet et le vendre à grande échelle, eh ben, il faut sortir des labos d'innovation, il faut sortir des petits fours de Station F et du champagne. Et ça, c'est moins évident. Alors, sans doute, évidemment, des défauts de notre côté dans la conception et dans notre approche du marché. Et puis, je pense surtout euh, l'illusion que le marché était prêt alors qu'il n'était pas du tout prêt. Donc, euh, donc voilà, donc Pixio, en fait, ça a fait long feu et, euh, et la société a été liquidée fin 2020, début 2021. Euh, et voilà, pour faire, pour faire un peu rapide euh, sur ce sujet, on pourrait venir sur l'utilité des tokens d'ICO et toutes ces discussions qu'il y avait eu à l'époque, des arnaques et compagnie. On pourrait nous qualifier, je l'entendrais assez justement, hein, qu'on ait été qualifié d'arnaqueur sur notre projet. Je pense que toute l'équipe qui était là et moi-même, on avait vraiment une conviction assez profonde, une solution qui tournait, des expérimentations qui marchaient avec des banques de premier rang en France et à l'étranger. Et donc, voilà, il y avait vraiment une solution, et c'est malheureusement parce qu'on n'a pas réussi à cranter le business avec le bon rythme par rapport à nos ressources qu'on a dû arrêter. Euh, alors, Donc, on passe après oui, pardon. au stablecoin. Alors, juste pour apporter un peu d'eau à ton moulin, nous aussi, on a investi en 2018 dans une solution de KYC et de portabilité de KYC, tu vois. Donc, une société qui était basée à Bordeaux. Donc, tu vois, on y croyait nous aussi, hein. Donc, ça, c'est assez marrant quand Ouais. on a eu ce parallèle. Alors, tu voulais nous parler ce soir un petit peu, alors dans la suite de ton parcours, il y a le LUG dont on va parler un petit peu, et puis tu m'as dit, mais moi, Libra, j'y croyais. Donc, stablecoin, Libra, LUG, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça, notamment sur l'utilité des stablecoins? Pourquoi tu allais fait partie de l'aventure qui a permis de créer le LUG et à quoi ça sert? Aujourd'hui, bon, toi et moi, on en connaît. Quelques-uns peut-être ici en ligne connaîtront. D'ailleurs, si vous avez des questions, faut pas hésiter à les poser sur le petit utilitaire qui est là pour ça. Et puis Libra, tu me dis, mais Libra, j'y croyais. Et alors, tu y crois toujours, Libra, ou tu croyais, ou tu crois plus, ou qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as changé d'approche là-dessus? Bon, alors je lis la presse, donc j'y crois moins quand même. Bon, Euh, oui, alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. J'adore répondre aux questions, donc vraiment, posez-les toutes, même les indiscrètes si vous voulez. Euh, sur, euh, sur Libra et sur les stablecoins. Alors, les stablecoins, vous savez qu'ils ont une utilité depuis longtemps dans l'environnement crypto. Euh,
principalement parce qu'ils permettent aux opérateurs, aux exchanges, de tenir des comptes en crypto et plus en fiat, et de livrer les fonds sur des comptes crypto, en crypto-dollars principalement, en Tether encore plus principalement, plutôt que de livrer en dollars. Aujourd'hui, 95 ou 99% des échanges crypto ne se font plus contre du dollar, mais contre du crypto-dollar. Donc le dollar est sorti des échanges crypto. C'est plus du tout la monnaie d'échange. La monnaie d'échange, c'est l'USDT ou l'USDC. Donc ça, c'est un point intéressant. Et, euh, et ces crypto-dollars, ils ont une grande vertu, c'est qu'on peut les échanger et les envoyer partout dans le monde. Un dimanche à 17h, je peux de Paris envoyer 100 millions de dollars à Singapour. Ça prendra 5 minutes, ça me coûtera 5 euros ou 30 centimes et personne ne pourra arrêter cette transaction qui arrivera directement sur le wallet, qui me permettra d'arbitrer, de trader, de faire tout ce que je veux. Donc, c'est quand même assez excellent. En revanche, on voyait pas encore, et on la voit toujours pas exactement, l'usage dans le domaine du paiement. Alors, au même titre que sur Bitcoin, on pensait voir arriver le sujet du paiement très rapidement. Là aussi, je faisais partie de ceux qui, bon, je sais pas, j'ai dû le dire au début, mais je pensais que vraiment tout le monde allait utiliser Bitcoin pour payer tout le temps, tous les jours, dans plein de domaines. Je me suis complètement planté. Sur le stablecoin, c'est un peu la même chose. On aurait pu penser que le stablecoin servait assez rapidement à faire du paiement, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que l'usage est concentré sur la crypto et que les, les, les crypto natifs se moquent globalement de faire du paiement en crypto. Ce qui compte, c'est de trader, c'est pas de payer. Et Libra, là-dessus, c'est quoi? C'est Facebook qui met un pied dans le sujet crypto euh, en disant, avec un aérobage assez incroyable de partenaires, et ben nous, on va créer un stablecoin. Alors, pas un, pas un stablecoin adossé au dollar, mais un stablecoin un peu unique qui sera fondé sur des paniers de devises différentes. Et on va mettre ça en Suisse parce qu'on pense que le régulateur suisse nous embêtera moins pour créer cette structure et avoir les comptes bancaires et émettre la monnaie. Et donc là, un peu comme tout le monde, on se dit, waouh, en fait, si demain, dans WhatsApp, qui est l'app que tout le monde utilise toute la journée, j'ai la capacité d'envoyer de l'argent, ça va être complètement dingue. Euh, et en plus, on peut imaginer que Facebook lançant ça avec David Marcus, illustre star des fintechs du paiement, de PayPal et compagnie qui s'occupent de ces sujets-là chez Facebook, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Je veux dire, s'ils se lancent là-dedans, c'est qu'ils ont une roadmap et ils ont déjà levé toutes les barrières pour se lancer. Et donc, j'étais assez convaincu qu'ils avaient bien préparé leur coup. Et en fait, bah, ils n'avaient pas du tout si bien préparé leur coup que ça, je crois. Et puis, ils ont eu une levée de bouclier assez monumentale avec une pression de l'Europe sur la Suisse qui a fait flancher les Suisses. C'est dire à quel point ça devait être intense pour que Facebook ne lance pas sa monnaie. Et en fait, je pense qu'un des sujets, c'était justement la monnaie Facebook. C'est-à-dire qu'ils auraient voulu lancer directement un stablecoin adossé au dollar. Ils auraient vraisemblablement pu le faire, mais leur volonté était de créer une monnaie nouvelle qui était baquée par des sous-jacents traditionnels, dollars, francs suisses et autres, mais avec une valeur nouvelle. Et ça, c'est très dérangeant parce que, euh, parce que les États y ont vu la volonté de porter atteinte à la souveraineté monétaire par une position quasiment souveraine de Facebook et de WhatsApp sur 2 milliards de personnes avec une nouvelle monnaie. Donc voilà, je pensais qu'ils y arriveraient. J'ai vu qu'ils patinaient quand j'étais en Suisse. J'étais moi-même en contact avec les gens de Libra et j'étais assez excité. J'ai failli rejoindre le projet. Et puis,
Et puis en fait, assez rapidement, on voyait que ouais, ça patinait, ça sentait pas très bon. Et à ce moment-là, donc assez intéressé par ce sujet des stablecoins, qui était qui sont toujours d'ailleurs le pendant crypto, mais un peu plus lisible de la crypto. Euh, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire dans ce domaine-là, finalement, en partant d'un peu de la page blanche. Et puis, il s'avère que j'ai été relancé par le groupe Casino de façon indirecte. Casino que j'avais rencontré au moins 2 ans avant, qui, comme tous les grands groupes, cherchait à faire un projet blockchain, hein, parce qu'il fallait faire un projet blockchain. Donc, ils consultaient toute la place à Paris, tous les consultants qui pouvaient exister pour savoir ce qu'ils pouvaient faire comme projet blockchain. Donc, c'était le grand truc de toutes les grosses boîtes, hein. On leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ils disent, bah, je sais pas, mais trouvez-moi un projet blockchain. Et, euh, et donc, généralement, ça mène à rien, hein, ou bien la traçabilité des poulets chez Carrefour, ce genre de choses, mais pas plus que ça. Et donc, Casino, bah, ils sont partis en chambre pendant 2 ans, sans doute à tester différentes idées et concepts. Et ils sont arrivés à la fin avec la volonté de créer un stablecoin euro qui soit le support d'un moyen de paiement et de fidélité pour les enseignes du groupe. Ceci étant une vision, et pour aller à cette vision, avec une vision assez réaliste aussi de la réalité et de l'exécution, qui était de dire, avant de faire ça, parce que là aussi, il n'y a pas d'urgence et le marché n'est pas prêt, il faut qu'on sache créer un stablecoin, il faut qu'on sache opérer un stablecoin, il faut qu'on puisse le mettre en circulation sur le marché crypto. Parce qu'un stablecoin, c'est une crypto-monnaie, donc il faut se frotter au marché crypto. Mm. Et donc, c'est là que nous sommes arrivés dans la consultation de Casino, que nous avons remporté, et à qui nous avons proposé de créer le LUG sur la chaîne Tezos pour plusieurs raisons, des Pourquoi il affinités, s'appelle pourquoi il s'appelle Lug? bah, parce qu'il fallait un nom pourri, alors ils ont pris LUG. Non, ils ont Et pris LUG. aujourd'hui, il est sur la blockchain Tezos parce qu'il est sur la blockchain Tezos, d'accord, mais comme exchange aujourd'hui, je peux le trouver que chez CoinHouse. Exactement, ouais. Donc, donc uniquement chez CoinHouse. Donc, on le développe donc sur Tezos parce que Tezos est une chaîne qui a une présence en France avec Nomadic Lab qui est assez importante, parce que la technologie est bonne, parce que la chaîne a des coûts d'opération qui sont moindres qu'Ethereum. Toutes les raisons sont bonnes. Et puis, finalement aussi, l'État français, les régulateurs et les banques ont plutôt un avis positif sur Tezos. Donc, ça faisait une série d'arguments plutôt intéressants pour présenter ce dossier-là à Casino, qui aussi a confirmé ce choix. Donc, au départ, le LUG, et c'est le cas aujourd'hui, a été monté avec un seul partenaire qui est CoinHouse, cet exchange, ce broker français, puisque c'est pas un exchange, ils sont brokers, donc ils achètent et ils revendent. Euh, donc le LUG n'est disponible que chez CoinHouse. Chez CoinHouse, en tant que broker qui lui-même ne tenait pas de compte en euros, ça leur a permis, grâce à leur PSAN et leur capacité à tenir des comptes en crypto, de pouvoir proposer à leurs clients d'avoir des positions en crypto-euros chez eux, alors qu'ils ne pouvaient pas avoir de position en euros. Donc, si je suis client de CoinHouse et que j'ai un Bitcoin et que j'avais un Bitcoin et que je le revendais, donc je leur vends 40 000 dollars, en fait, CoinHouse me fait automatiquement un virement de 40 000 dollars sur mon compte. Et si je veux les réinvestir, il faut que je renvoie mes 40 000 dollars chez CoinHouse pour racheter 0,9 ou 1,1 Bitcoin. Et entre-temps, j'ai fait tourner le compteur des plus-values, donc sur ma J'ai fait tourner, plus-value, je suis obligé de... Voilà. exactement. J'ai fait tourner le compteur de la plus-value, j'ai fait tourner les alarmes à ma banque, j'ai tout fait. Désormais, donc, je peux vendre mon Bitcoin contre de l'EURL, qui est l'autre nom du LUG. Mhm. Et donc, je reste en crypto, je suis chez CoinHouse et je peux le réinvestir demain. Donc, chez CoinHouse, c'était un besoin
en fait, au départ. C'était un besoin très, très important pour leurs clients et ça a engendré une hausse de l'activité de 40% en quelques semaines. C'est-à-dire que Et leur on n'a pas de activité, chance de le trouver ailleurs? On n'a pas de chance de le trouver ailleurs chez ce mais si, mais stablecoin? tu vas trop vite. Je peux pas parler aussi Ah. vite. Donc, donc oui, Lug travaille et prévoit de trouver d'autres distributeurs. Donc, il y en a d'autres dans les tuyaux qui vont sortir prochainement. Donc, pour permettre la circulation du Lug, parce que même aujourd'hui, d'ailleurs, le Lug chez CoinHouse ne peut pas être retiré de CoinHouse. D'accord. Il est vraiment utilisé comme une unité comptable avec les vraies réserves et tout ce qu'il faut, mais pas comme une crypto circulante. Et il Euh, est backé par quoi? alors, il est backé par des réserves à la Société Générale, sur un Mhm. compte bancaire, en euros sonnant et trébuchant, le tout audité par KPMG aujourd'hui, tous les mois. D'accord. Très bien. Non, parce qu'on Donc, connaît des stablecoins, tu en as parlé tout à l'heure, et il y en a mm, un en bas à gauche de l'écran qui est audité par une société comptable au Caïman. ouais, Bon, c'est nous, si tu veux, on l'a sorti de la liste, hein. Nous, on n'ira pas mettre nos clients des positions sur SDT. C'est un, mm, tu sais, on a des avis tranchés, mais on aime bien savoir sur quoi est backé, par quoi est backé un stablecoin, parce que ouais, ce qui est stable est stable, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Par exemple, on a le Vera One à Bordeaux qui est lui backé sur des grammes d'or, mm. par exemple. Et bon, c'est Mm. intéressant de savoir que le LUG, lui, il est backé par des euros sur un compte. Voilà. Ouais, exactement. Alors, c'est intéressant de voir ça. Tu as raison. Aujourd'hui, on remarque d'ailleurs que sur le marché des stablecoins dollars, l'USDC prend de plus en plus de place sur le marché du stablecoin dollar. Mais tu remarqueras également que l'USDC prend plus de place sur le marché du stablecoin en termes de market cap, mais pas en termes de circulation. C'est vrai. L'USDT est toujours celui qui circule le plus. Et donc, en fait, c'est deux usages différents. L'USDT, le Tether, c'est le stablecoin le plus liquide sur l'ensemble du marché, celui contre lequel je vais faire tous mes trades et tous mes échanges avec un risque de contrepartie peut-être plus élevé que sur l'USDC, mais avec une rapidité de transaction et un débouclage qui va me permettre de le faire rapidement. Et ensuite, si je dois conserver ma position en stablecoin dollar, je les prendrai en USDC, dont j'ai un peu plus confiance, dans lequel j'ai un peu plus confiance que l'USDT à long terme. Donc sur une position longue, je serai en USDC. Sur une position rapide, je vais le faire en Tether parce que ça va plus vite, c'est moins cher et ils sont partout. Donc D'accord. on commence à remarquer des usages différents selon les stablecoins. On va pas trop en parler maintenant, mais apparaissent les stablecoins algorithmiques, Oui. puisque là aussi, Tether, on sait que on sait à peu près comment ils sont gérés. On sait qu'on n'a pas trop de problèmes sur la circulation du Tether et que, alors même s'ils l'ont fait, je crois, il n'y a pas très longtemps, il y a peu de transactions qui sont bloquées. Plus le stablecoin est centralisé, plus il est basé dans des régions à régulateurs oppressants, plus il est dans ces trucs-là, plus il est risqué. Bien C'est-à-dire sûr. que moi, demain, est-ce que j'ai une grosse position en crypto? Est-ce que j'ai intérêt à la transformer dans un stablecoin très centralisé, très français, très soumis à un régulateur, à des banques et à l'État? Je ne suis pas 100% convaincu. Dans le souci de liberté qui m'anime avec les cryptos, je préfère trouver le stablecoin qui soit le plus libre possible, le plus résistant à la censure possible et sur lequel j'ai le moins de risques. Donc, il y a un risque de contrepartie chez Tether, mais il y a aussi des risques de contrepartie très forts sur des stablecoins très centralisés, comme pourrait l'être le LUL. Donc, il y a un arbitrage à faire. On va pouvoir donc de plus en plus choisir les monnaies qu'on va vouloir utiliser pour les usages qu'on va faire en fonction des situations de chacun. On va aborder la dernière partie avec les NFT. Entre-temps, on a une petite question sur le Pi. Je ne sais pas si tu connais cette aventure qui a été lancée par l'université d'Oxford, par un certain nombre de chercheurs de l'université d'Oxford. Je ne sais pas si tu connais, si tu as regardé, si tu t'es attardé sur le projet ou pas du tout, mais c'est une question de Yann qui nous demande qu'est-ce que tu penses du Pi. Alors pas grand-chose pour, pour une raison simple, c'est que
j'ai reçu il y a 6 mois, un an, je sais plus, un message de quelqu'un dans mon entourage qui me dit: «Ah ouais, c'est génial, regarde, c'est ça, c'est un truc canon et tout». J'ai regardé 3 minutes et j'ai fermé la page et j'ai dit: «Non merci, achète plutôt des bitcoins». Mais donc bon, malheureusement, je j'ai aucun avis construit sur le Pi, euh, et je ne chercherai pas à, à débattre parce que je connais pas assez. Désolé. Bon, en tout cas, moi, pour le Yann, là, ce que tous les jours, sur mon téléphone, je regarde ça. Il faut juste valider une fois par jour, donc je valide une fois par jour. Je trouve l'expérience amusante. Je sais pas où est-ce que ça nous mène. Il y a des choses comme ça que j'ai trouvé rigolotes aussi quand j'ai vu arriver Elrond, par exemple, m'a paru assez intéressant. On le suit depuis 18 mois. Ça, c'est une affaire familiale. Mais voilà, c'est des choses comme ça qu'on suit, puis on sait très bien qu'il y a des choses qu'on suivra pour rien, et puis des choses qu'on suit, finalement, c'est intéressant de voir certains écosystèmes. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions avant que nous parlions des NFT. Alors là, on a plusieurs images là-dessus Mm. sur le NFT. Donc, il y a pas sur la partie gauche, c'est pas forcément ma partie préférée. Parle-nous un peu donc des NFT aussi parce que tu développes une plateforme de NFT. Non, pas une plateforme. Si, oui, non. Euh, Si, si, une plateforme de marketplace Marketplace, marque voilà. blanche. Ouais. Mm. Là encore sur Tezos, dans l'environnement Tezos. Et l'autre jour, quand on discutait, toujours ce fameux jour où on devait discuter 5 minutes et ça a duré 45 minutes, tu m'as expliqué qu'une paire de baskets Adidas pouvait valoir finalement plus cher dans le métavers que dans la réalité. Et là, tu m'as un peu assis. Donc, parle-nous un petit peu de cet environnement NFT, sans oublier, je te rappelle l'heure parce que tu dois aller au théâtre ce Ouais, soir, il est 19h20, donc voilà, ouais. ne déborde pas trop. Et après, on Euh, regardera la question de Michael. ouais. Allez. Alors, les deux images sont super intéressantes et je vais commencer par celle de droite. Euh, Celle de droite, la première chose à laquelle elle me fait penser, moi, qui suis papa de deux garçons qui ont 10 et 12 ans, c'est qu'elle me fait penser à la map de mes enfants sur Fortnite. Les enfants, aujourd'hui, en grande majorité, pour ceux dont les parents ont tout lâché comme moi, jouent sur des jeux vidéo en ligne avec leurs potes. Et pour ne parler que de Fortnite, auquel j'ai jamais joué, mais je les vois, ils passent leur temps là-dessus. Et Fortnite, c'est quoi? C'est une map et on se balade sur une map. Et sur la map, qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit des mondes, on croise ses copains, on parle avec ses copains, on les quitte, on relance un truc, on va ailleurs. Enfin, on fait plein de choses là-dedans. Et, il est clair que un jeu comme Fortnite est devenu un réseau social. C'est devenu un réseau social puisque mes enfants sont trop jeunes pour avoir Facebook, ne sont pas sur d'autres réseaux sociaux, enfin ils n'ont rien. En revanche, ils se retrouvent avec leurs copains sur Fortnite. Et sur Fortnite, comme sur pas mal d'autres jeux, on peut acheter des attributs de jeu. Chez Fortnite, vous achetez des fameux skins, hein, les capes, les machins, enfin, tout ce que vous voulez. Ça coûte de l'argent. Vous pouvez ou pas donner de l'argent à vos enfants pour en gagner, pour en acheter plutôt, pardon. Euh, mais ils le Tes font et puis enfants ils le ont font de à. l'argent de poche ils ont de l'argent de poche en quoi? En Satoshi? Ils ont de l'argent de poche en euros. Euh, mais j'ai un de mes fils qui m'a demandé des bitcoins pour son anniversaire. Ouais. Euh, D en le... plus. Oui, ouais, le fou. Le... Donc Donc on était sur Fortnite, voilà, ils achètent ces caps, sur Fortnite, on achète des items qu'on ne peut pas échanger, qu'on achète à fond perdu, puisqu'ils ne servent à rien et on ne peut pas les revendre. Et donc, l'étape logique d'après, c'est déjà de dire que les items qu'on achète sur un jeu, si je les achète et que je peux les revendre dans le jeu, c'est déjà pas mal. Donc, pouvoir gérer ce phénomène transactionnel dans un jeu, c'est intéressant. Et puis, pouvoir gérer dans un jeu la rareté aussi, c'est intéressant parce que tous les jeux ont des systèmes de board, de classement des joueurs avec leurs avatars, leurs machins, leurs trucs. Et donc, euh, pour paraître sur ce jeu, on va se draper des différents avatars ou outils qu'on aurait pu acheter, le sabre laser, le machin, tout ce qu'on veut.
Et donc, c'est un peu venu de là, cet engouement autour des NFT. Les métaverses, c'est pas nouveau, c'est justement ce principe d'une map interactive dans laquelle on rentre, on se promène et on voit des objets. Il y a aussi Minecraft, hein, aujourd'hui, que vous voyez comme jeu pas mal utilisé. On se rend compte également que ces jeux, d'un point de vue esthétique, sont très décevants. C'est du gros pixel dégueulasse. Euh, mais le joueur ne cherche pas nécessairement la beauté esthétique du jeu, le côté lisse, fluide. Il peut chercher un côté utilitaire, nouveau, constructif, où on va valoriser des parcelles et des choses et des blocs dans ce type de jeu. Donc, un nouveau type de jeu, un nouveau type d'environnement numérique dans lequel on peut échanger des objets numériques. La rareté fait son apparition. Euh, Avoir possédé un bien numérique, c'est ce qu'on fait quand on possède un bitcoin, on possède un bien numérique. Aujourd'hui, on peut posséder des biens numériques dans des environnements numériques. Ça fait, ça me paraît complètement évident, puisque la vie des jeunes et de cette génération va être très clairement en partie réelle pour aller acheter sa baguette et en partie numérique pour faire ses études dans une université numérique, pour discuter, pour bosser, pour faire tout ça devant un ordinateur ou derrière un ordinateur. Euh, et aller dans ces mondes pour discuter avec les copains, rencontrer des gens, aller voir des expos, assister à des conférences et des webinaires. Tout ça, ça sera Manifester, là-dedans. manifester, puisque Manifester, sur Decentraland, manifester. Tout, sur ouais, ouais. Decentraland ce matin, il y a eu une manifestation hier devant la boutique virtuelle de Samsung Mm. sur Decentraland. C'est quand même assez Ouais. bluffant. Donc, je suis euh, convaincu de cette évolution inéluctable de la vie numérique, pas des métaverses au sens strict du terme, de Facebook dans le métaverse et tout ça, mais c'est que la vie numérique devient de plus en plus intense et de plus en plus monétisée. Euh, que les monnaies qui s'échangeront, les moyens de paiement de ces mondes numériques ne seront que des monnaies numériques et pas de l'euro. Enfin, on ne va pas échanger de l'euro dans un monde numérique. Donc c'est fini l'euro dans toute la vie numérique. On va passer sur des cryptos, sur des stablecoins, sur du bitcoin, sur d'autres choses, j'en sais rien. Mais c'est sûr que ce ne sera pas avec votre banque, même si votre banque achète une parcelle dans le métaverse, vous n'allez pas utiliser votre chéquier ni votre carte bancaire pour faire une transaction. Donc, donc on est vraiment en train de tomber dans cet environnement qui n'est que numérique et il y a de la propriété et de la visibilité numérique. Et là, on arrive à la notion de l'identité. Euh, Mon identité réelle de Gonzague, bah, elle existe aussi sur les réseaux sociaux. C'est globalement Gonzague, mais finalement, j'ai probablement aussi une identité plutôt anonyme qui existe sur certains réseaux, ou pourquoi pas, je pourrais être une femme ou n'importe quoi, ou un autre homme qui soit complètement différent, et être une célébrité de ce monde numérique sous cet avatar inconnu, en tout cas non nominatif, mais à travers lequel les gens le connaissent. Et cette célébrité numérique, elle se drape également d'attributs numériques. Et l'exemple que je prenais avec toi, Louis, c'était celui d'une un peu cliché, excusez-moi pour, pour les auditeurs, mais euh, si on prend une jeune fille de 16 ans aujourd'hui euh, qui, euh, qui habite dans la banlieue d'une ville de province avec une vie pas rigolote comme on pourrait l'imaginer, et globalement voilà, qui est un peu tristoune, on va dire, cette jeune fille qui n'a pas une vie marrante, euh, il est tout à fait possible que sur les réseaux sociaux soit une fille non seulement ravissante, peut-être complètement déglinguée, peut-être ultra provocante, peut-être tout ce qu'on veut, peut-être très influenceuse ou un petit peu influenceuse, j'en sais rien, mais qu'elle soit complètement différente de sa vie réelle. Et la question que je posais, c'était de dire, à votre avis, cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle préfère avoir demain? Est-ce qu'elle préfère avoir un sac Vuitton à 5 000 € ou bien le NFT d'un sac Vuitton qu'elle va porter et afficher sur les réseaux sociaux et dans l'environnement, dans sa vie numérique, qu'elle va payer 100 ou 500 €, voire même plus. Bah, à mon avis, la question, elle est vite répondue, comme dit l'autre. Euh,
c'est évident qu'un jeune aujourd'hui va exposer et expose ses attributs numériques. Et on passe un peu à l'image de gauche. L'image de gauche, c'est un attribut numérique. Pourquoi est-ce que Neymar a acheté son Bored Ape à 500 000 dollars plutôt que d'acheter un, un tableau, un Banksy à 500 000 dollars, si ça en existe encore. Euh, Pourquoi? Déjà parce que là maintenant, on sait, tout le monde l'a vu, qu'il l'a. Donc il y a un besoin de s'afficher, un besoin d'ego assez important dans l'affichage de cette richesse. Parce que, comme vous l'avez peut-être lu, finalement, on se disait il y a quelques années, le symbole de la réussite, c'était de pouvoir exhiber une Rolex à son poignet, et que désormais, c'est une Apple Watch sur laquelle il y a votre Bored Ape qui apparaît. Donc ça, c'est un vrai symbole de richesse. Montrer son NFT à 500 000 dollars sur une montre à 200 dollars ou à 500 dollars, ça, c'est la richesse. Et donc, il se passe avec les NFT d'art vraisemblablement une bulle aujourd'hui, possible qu'elle explose, possible qu'elle remonte derrière. C'est comme les cryptos, on n'en sait rien. Mais oui, il y a une bulle parce qu'on en parle beaucoup, parce que tout le monde parle que de ça. Mais il y a aussi une tendance extrêmement lourde et une nouvelle page de l'histoire de l'art qui s'écrit. L'art aujourd'hui, ce n'est plus l'appréciation de la qualité d'une peinture, c'est bien d'autres choses. L'art contemporain est quand même la preuve que l'art n'est pas que la Joconde. Il y a plein d'autres choses qui sont très subjectives, dont les valeurs se font et se défont selon des critères qu'on a du mal à comprendre parfois, avec des sommes en jeu qui sont incroyables également. Et bien là, on a la même chose, mais on va y ajouter le phénomène communautaire. Et ça, c'est nouveau par rapport à l'art traditionnel, c'est que les Bored Ape ou les CryptoPunks que vous avez vus, qui valent encore plus cher, hein, le dernier s'est vendu hier au patron de je ne sais plus quelle boîte aux États-Unis pour 24 millions de dollars, hein, le petit punk pixelisé. Et, et, ce qui fait la force de ce truc, c'est quoi? C'est que si on pense, moi je le pense, qu'on est au début d'une nouvelle histoire, de tout ce monde numérique, de tous les attributs numériques, de toutes ces propriétés numériques, on peut considérer que les premières œuvres numériques, les premiers NFT de 2021, 2020, 2021, 2022, c'est un peu l'art précolombien du monde numérique qui nous attend. Que posséder un NFT de 2021, un Bored Ape de 2021, c'est le premier des premiers, quoi. Et en effet, il n'y a que 10 000 personnes dans le monde qui pourront en avoir un. Et aujourd'hui, ils ont réussi à agiter la communauté pour que eh ben, tout le monde en veuille un, pour que Neymar, Serena Williams, Eminem, machin, ils en aient tous un, et que finalement, bah, si vous en possédez un, non seulement vous rentrez dans le même club que Neymar, euh, mais en plus, vous êtes propriétaire d'un objet numérique dont la qualité artistique est peut-être relativement limitée, mais dont l'unicité numérique est réelle et dont la valeur va probablement encore augmenter. Moi, je trouve que le phénomène communautaire, la rareté, la qualité de la communauté et du réseau qui a été construit et la puissance que ça peut avoir demain est phénoménal. Et, euh, et je dois avouer, et ça ne me dérangera pas de dire dans un an ou deux que je me suis planté, mais je dois avouer qu'aujourd'hui, je ne considère pas que ce soit une folie d'acheter un Bored Ape à 500 000 dollars. Bon, ça, par contre, on va le retenir. Parce que ça, on saura. Ouais, non, mais enfin, c'est voilà, enfin, ouais, c'est un peu. Je pense pas que ce soit un mauvais investissement, euh, Y compris à ce prix-là. y compris à ce prix-là. Bon, alors là, par contre, nous, notre vision est que c'est plutôt, on est dans un courant d'idiots utiles. Alors, je vais t'expliquer mes arguments, hein, c'est-à-dire Mhm. utile, oui, parce que il faut de toute façon des gens qui financent l'infrastructure. Hein, c'est comme Internet en 99. Tu sais, les fameux Mhm. portails qu'on financé sur un PowerPoint 30 millions de francs à l'époque, en 99, Mhm. et qui ont fait long feu. Cet argent a été utile pour financer l'infrastructure,
Par contre, il y a des gens qui ont accepté des valos complètement délirantes. Et nous, on est plutôt à penser que oui, il y a besoin de financer une infra. Ce nouveau monde qui est la négation du monde réel vis-à-vis d'un monde virtuel, et pas forcément pour nous mettre hyper à l'aise, parce que je trouve que dans le monde réel, il y a quand même plein de belles histoires à vivre. Euh, et j'ai peur que quand on enlève le masque de réalité virtuelle, il y a un certain de casque de réalité virtuelle, il y a un certain nombre de jeunes qui se retrouvent face à l'incapacité de gérer leurs émotions et notamment la descente ou la dépression qui suit l'éteinte du casque. Hein. Mais nous, moi, enfin voilà, nous notre vision, c'est que on atteint parfois des prix qui nous semblent déraisonnables. Mais c'est intéressant sur la chaîne de recevoir des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec notre vision. Voilà, et c'était important que tu la développes et que tu l'argumentes. Moi, je comprends ton, ton point de vue. Je ne juge pas l'évolution des usages d'une génération jeune aujourd'hui. En tout cas, on peut dire que oui, c'est vachement mieux d'aller jouer avec un ballon dehors que de jouer à Fortnite et tout ce qu'on veut. On a l'âge pour se dire ça et être d'accord avec ce point de vue. En revanche, en revanche, il faut regarder la réalité. Et la réalité, c'est que on bascule massivement vers le monde numérique, que les gens vont être de plus en plus derrière des environnements numériques, que ça va encore scinder la population assez radicalement et brutalement entre ceux qui perpétuent une vie réelle et ceux qui ne vivent que dans un monde numérique. Mais ça, après, sont un peu des jugements de valeur ou c'est philosophique. Bon, on le constate. On le constate que c'est massif dans le numérique, dans le jeu, dans tous ces mondes. Donc ça, c'est une chose. Après, sur la valeur, les idiots utiles, t'as pas tort, hein, mais moi, quand je vois le phénomène et les tentatives de reproduire le phénomène qui ne marchent pas, hein, je pense que l'investissement en particulier, je dis pas qu'il faut acheter des NFT très chers partout, surtout pas, mais je dis que sur les projets qui réussissent à avoir de la traction, de la tenue, il y a peut-être une vraie valeur, puisque la valeur d'un NFT va aussi être fondée sur les liens de propriété qu'a eu le Bien NFT, sûr, sur bien sûr. son origine, sa date. Il y a plein de choses comme ça qui vont. Voilà. Si demain je rachetais le NFT d'Eminem, je dirais pas que j'ai un Bored Ape, je dirais que j'ai le Bored Ape que j'ai racheté à Eminem. Et c'est une information publique qui fait aussi la valeur du truc. Bien Tout sûr, bien ça sont sûr. des éléments un peu Mais nouveaux dans la. on sait très bien que, notamment, pas mal de collectionneurs de voitures ont fait des collections de véhicules dans les années 60-70 ou 80 avec des véhicules qui étaient considérés comme économiquement difficilement réparables. Enfin voilà, c'était bon. Bah, le gars qui avait une Ferrari même très moyenne qui a appartenu à Johnny. Bon, ben, on sait très bien que le fait qu'elle ait appartenu à Johnny fait qu'elle valait 35 à 40% plus cher que la même Ferrari moyenne qui aurait appartenu à Pascal Mm, Durand. Voilà. Donc ça, mm, on en est conscient et c'est d'autant plus, comme ces personnes sont d'autant plus publiques parce que avant on était célèbre dans un pays, maintenant on est célèbre quasiment immédiatement dans le monde entier. Et du coup, ça augmente la valeur puisque en fait, la monnaie en quelque sorte, c'est l'ego. Et donc, il y a une problématique d'ego qui est quand même très forte là-dessus. Hein. Donc, ouais, absolument. Je suis tout à fait d'accord. on a terminé cette présentation. On a peut-être une ou deux petites questions encore qui peuvent venir. J'ai répondu à Michael parce qu'en fait, c'était des sujets sur lesquels il y avait, c'était la question, je posais la question sur les security tokens, donc ça, je pourrais un peu lui en Mm. parler en privé. Il n'y a pas de sujet. Parmi les gens qui sont avec nous, est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on se quitte et qu'on laisse Gonzague rejoindre au théâtre ce soir? Euh, euh, bah tiens, Victor, ça fait plaisir parce que ça fait un moment qu'on s'était pas croisés. Ça fait plaisir de se retrouver là. On s'était vu avec Victor il y a, ouf, bah, je pense qu'il était en 2015 ou 2016 à Bordeaux FinTech de mémoire, tu vois. Donc c'était des histoires. C'est quel Victor? C'est mon Victor à moi? Il va te le dire sûrement.
Alors attends, je regarde les questions parce que peut-être qu'il a répondu. Oui, c'est ton victoire à toi, oui. Salut Victor. Voilà. Et alors, je sais pas si vous avez vu dans une des publications que j'avais fait, enfin ce qu'avait dit Gonzague en 2015, il avait sur scène dit est-ce que les gens ont des bitcoins ou connaissent Bitcoin et il nous avait proposé de venir après la réunion. Et moi, en tant qu'organisateur, j'avais pas eu le temps. On disait voilà, écoutez, je vais vous donner des fractions de Bitcoin et vous pourrez voir comment ça fonctionne. Et à l'époque, j'aurais dû faire parce que moi, pendant 2 ans, là où j'ai été bloqué, c'est comment je vais acquérir mes premiers bitcoins. C'était toute une histoire et ça a bloqué beaucoup de monde. En tout cas, merci Bon, pour ton témoignage, Gonzague. C'était un témoignage passionnant de 10 ans passés dans l'univers des blockchains. Et comme tu nous l'as dit, quand tu as répondu à mon invitation sur LinkedIn, et pourtant, ce n'est que le début. Voilà. Merci à tous, merci aussi à ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout par le replay. Le replay sera donc aujourd'hui réservé pendant 15 jours à ceux qui sont inscrits et puis après, bien, il sera avec l'accord de Gonzague mis sur notre chaîne YouTube. Gonzague, bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. merci Et nous Louis, nous merci à retrouvons tous, bonne soirée. voilà, et nous nous retrouvons en mars. On aura donc les blockchains pour les nuls, version 2, où on abordera les smart contracts. Voilà, et la vidéo fait un peu plus déjà de 200 vues sur notre chaîne. C'est une qui fonctionne pas mal. À très bientôt à tous et bonne soirée et bon théâtre, Gonzague. Au revoir, mon grand. Merci, bonne soirée, salut.